Bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur For Change. Dans New Era, le thème d'aujourd'hui est consacré aux énergies et à la mobilité. L'électricité a longtemps été le protagoniste de la transition énergétique, mais ces dernières années, l'hydrogène a gagné en popularité en tant que source d'énergie propre et polyvalente. Alors que le monde cherche des solutions pour répondre aux défis climatiques, l'hydrogène émerge comme une solution clé dans la transition vers une société plus durable. Dans cette émission, nous plongerons dans les avantages, les défis et les perspectives futures de l'hydrogène. Nous sommes en compagnie de Richard Tillagone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du programme Propulsion hydrogène et mobilité bas carbone chez l'IFPEN. Tout à fait. À savoir, l'IFP Énergie Nouvelle est un organisme public de recherche, d'innovation et de formation dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement. Très bien. Rémi Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'innovation de Green Corp Connection. GCK est un groupement de sociétés industrielles proposant des solutions technologiques pour accélérer la décarbonation des transports grâce notamment à l'hydrogène. Tout à fait. Vincent Lemaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et l'actionnaire principal de Safra, accélérateur de mobilité décarbonée. Vous concevez, fabriquez et commercialisez des bus à l'hydrogène. C'est ça. À tous, un grand merci d'avoir accepté l'invitation de New Era. On est ravis de vous avoir sur le plateau. J'ai une première question pour vous trois. Connaissez-vous l'histoire de la première voiture à hydrogène? Et ça ne date pas d'hier. Oh, oui, ça date pas d'hier, effectivement. Ouais, c'est Vous avez une petite idée ou pas? plus d'un siècle. Plus d'un siècle. Plus d'un siècle, effectivement. Et vous? J'aurais dit au début du 20e. Je dirais que c'est avant. Et Vincent? Oui, plus d'un siècle. Sachant que moi, j'ai roulé dans une première voiture hydrogène, électrique hydrogène, en 2005, je pense. Alors, c'était en 1806. C'est François-Isaac de Riva qui a conçu le premier moteur à combustion interne fonctionnant avec un mélange hydrogène-oxygène. La fameuse hippomobile ensuite a vu le jour en 1863 d'Étienne Lenoir. Elle se déplaçait avec un moteur à l'hydrogène. Donc, c'est quand même assez ancien, l'hydrogène. Évidemment, ça a évolué depuis. L'hydrogène est de plus en plus considéré comme une alternative prometteuse pour la mobilité durable, en particulier dans le secteur des transports routiers, ferroviaires, maritimes et aériens. Richard Tillagone, quels sont les points clés à savoir sur l'hydrogène et sa relation avec la mobilité? La question est effectivement assez compliquée, mais en gros, ce qu'il faut bien préciser avant, c'est que on est dans un monde où la mobilité doit évoluer. On doit adresser des enjeux climatiques, voilà, et que l'hydrogène arrive comme une solution parmi d'autres pour répondre à ces besoins de mobilité. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'on n'oppose pas une technologie par rapport à une autre, une énergie par rapport à l'autre, mais que l'usage et les besoins qui sont aujourd'hui ceux de la mobilité qu'on connaît aujourd'hui va nécessiter effectivement d'aller proposer des solutions, et notamment l'hydrogène a forcément un mot à dire et offre finalement des performances et des capacités qui répondent bien aux besoins aujourd'hui de certains usages. Donc, Concrètement, comment fonctionnent les piles à combustible à l'hydrogène? Alors, il y a deux façons d'utiliser l'hydrogène. On l'utilise effectivement dans une pile à combustible qui donc va faire réagir une molécule d'hydrogène, une molécule d'oxygène et va produire de l'électricité. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'un véhicule qui est équipé d'une pile à combustible hydrogène est avant tout un véhicule électrique. C'est-à-dire que cette électricité produite va alimenter après donc des machines électriques classiques et donc le véhicule va pouvoir être propulsé. Ça, c'est la première approche qui a plein de vertus. Et il y a une seconde approche, c'est d'utiliser directement l'hydrogène dans un moteur thermique. Donc du type plutôt allumage commandé. Donc c'est du rétrofit? Alors ça peut être du rétrofit dans ce cas-là, ça peut être du rétrofit pile à combustible ou moteur hydrogène. Dans ce cas-là, c'est qu'on part d'un véhicule existant et qu'on transforme pour effectivement soit mettre la pile, les machines électriques, soit transformer le moteur en mode hydrogène. Soit on peut aussi faire un véhicule conçu à la base, soit pile à combustible, soit moteur hydrogène. D'accord, très bien. Rémi Berger, quels sont les avantages de l'hydrogène comme vecteur énergétique aujourd'hui? Alors, l'hydrogène a des avantages. Alors, il faut également préciser que pour qu'il soit vertueux, il faut que ce soit un hydrogène qui soit le plus décarboné possible. D'accord. On produit historiquement beaucoup d'hydrogène en France. On en utilise 90 000 tonnes par an pour l'industrie, notamment. Donc, l'intérêt de l'hydrogène, il est avant tout dans un hydrogène dit bas carbone ou décarboné pour que le bilan global soit intéressant. Ça, à partir de ce moment-là, il est vertueux. Son avantage, c'est d'être capable d'avoir des bilans carbone qui sont très faibles, mais tout en gardant des intensités d'usage qui sont importantes. La batterie est très vertueuse pour beaucoup d'usages. Son principal inconvénient,
c'est ses autonomies, c'est son temps de recharge, c'est sa difficulté à faire face à des usages intensifs. L'hydrogène va remédier à cela en apportant une extra énergie sur les autonomies plus importantes et des temps de recharge plus courts. Très bien. Richard Tillagone, le grand public est-il conscient des avantages offerts par l'hydrogène aujourd'hui ? Je pense que certains utilisateurs, notamment les professionnels, commencent à regarder ça avec intérêt. Il faut bien reconnaître qu'on passe d'une situation où il y a On ne parle pas du grand public. Non, j'entends bien. On parle d'une situation où il y a plus de 10 ans, avant le Dieselgate, l'ensemble du public tournait avec des véhicules massivement diesel, voire essence, un peu hybride, ça commençait. Mais c'était ça notre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, on est face à des situations où l'électrique, clairement, à force effectivement d'offres, de publicité, tout ça, est conscient dans la plupart des gens qui consomment de la mobilité. L'hydrogène commence objectivement à être perçu, mais les gens s'interrogent en fait. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que demain je pourrais avoir ? Quelles sont les conditions ? Parce que au-delà de l'objet de mobilité, il faut un réseau, il faut une énergie accessible en termes de coût. Voilà. Mais je pense qu'on est au début pour le grand public de l'aventure. Sachant que, juste où je finis, c'est que les solutions hydrogènes pour le grand public, elles vont peu nombreuses quand même. Donc, il y en aura un jour ou pas ? Alors ça, c'est la vraie question. Moi, je ne suis pas devin non plus comme mes camarades sur le plateau, mais il est évident que par rapport à ce qu'a dit Rémi et ce qu'on va parler avec Vincent, c'est que je pense que les usages qui vont émerger court terme sont plutôt des usages pour du transport de professionnels ou du transport public, en fait. Et c'est parce que, pour les raisons qui ont été évoquées, c'est là où le premier step, il est tout à fait légitime, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent Lemaire ? Il est évident que quand on travaille par exemple sur des flottes d'autobus, des flottes d'autocars, il s'agit là de mobilité intensive. Ce sont des véhicules qui tournent 15 heures par jour, qui peuvent faire 400 km dans la journée, 500 km tous les jours. C'est pas le cas d'une voiture particulière. Une voiture particulière, souvent, elle fait pas beaucoup de kilomètres dans la journée. Donc sur ces usages-là, mais aussi sur le transport de marchandises, sur le camion, oui, l'hydrogène va avoir beaucoup de sens parce que l'hydrogène, ça va être facile en fait, presque aussi facile que de faire son plein de gasoil comme on l'a fait effectivement pendant des décennies. Recharger une batterie, c'est toujours Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut un équipement. Il faut dans une ville, ça va pas être facile. Est-ce que si aujourd'hui tous les usagers des transports avaient leur propre voiture à l'électrique, est-ce que tout le monde pourrait charger en même temps sa voiture ? Je pose la question à vous trois. Alors, non, mais je pense que ça effectivement, l'infraélec va s'adapter. Mais enfin, le problème, c'est que effectivement, quand on habite dans un immeuble collectif, en ville, là, dans Paris, vous faites comment, en termes d'infrastructure? Finalement, avec de l'hydrogène, ça sera peut-être plus simple. On va retrouver une logique de station, où on va venir à la station et on va se réapprovisionner en hydrogène en quelques minutes. Et justement, quels sont les principaux défis à surmonter pour intégrer l'hydrogène dans les réseaux de mobilité déjà existants ? Je vais me lancer. Le premier sujet, c'est d'avoir déjà des réseaux de distribution. C'est la première étape. Aujourd'hui, le nombre. Donc il n'y en a pas. Il y a des réseaux de distribution. Il y a un certain nombre de stations qui sont déjà créées. Je crois qu'on a plus d'une centaine en France qui sont fonctionnelles. On sait que c'est pas accès. On sait que la PFA, donc le représentant de la filière automobile en France, a annoncé un grand plan de déploiement avec des projections sur de nombre de stations, sur des grands couloirs, notamment pour la mobilité longue distance. Tout ça va se mettre en place, va mettre du temps. C'est des investissements qui sont colossaux à mettre en place. Et c'est des investissements qui doivent arriver aussi au regard d'une offre de mobilité pour le véhicule. Donc tout ça doit être travaillé en même temps. Et c'est vraiment un sujet d'écosystème, on parle de ça, c'est de la production de cet hydrogène décarboné que j'évaluais au début, du réseau de distribution, des usages de mobilité, et tout le réseau industriel derrière, de gens qui vont fabriquer les véhicules, les composants des véhicules, et les composants qui vont fabriquer les composants des véhicules. Tout ça doit arriver au même moment, et donc ça prend du temps. Évidemment, c'est une sacrée organisation. Exactement. Vincent Lemaire, sans les mettre en opposition, quelles sont les différentes caractéristiques, justement, les avantages et les inconvénients entre les piles à combustible à l'hydrogène et les véhicules électriques à batterie ? Alors déjà, un point commun, c'est que ce sont tous les deux des véhicules qui sont zéro émission. Et ça, c'est quand même particulièrement important. C'est quand même ce qu'on recherche pour différents enjeux. On pourrait citer la qualité de l'air dans la ville. Quand dans Paris, cette histoire-là de la mobilité zéro émission collective a démarré, c'était essentiellement l'enjeu de la santé publique.
il y a des décès prématurés de manière importante, près de 50 000 en France, hein, c'est des grands chiffres dus à la qualité de l'air. Donc ça, c'est un enjeu. Et puis ensuite est venu tous les enjeux du changement climatique, des gaz à effet de serre, où ça, il faut batailler. Le transport, globalement, c'est 30% des émissions. Et donc, il faut travailler ce sujet-là pour réduire le changement climatique. Donc ça, c'est vraiment le point commun des deux technologies. C'est de l'électrique, c'est une traction électrique. On met l'électricité dans des batteries ou on la fabrique tout au long de la journée dans une pile à combustible. Il y a un problème de recyclage dans les batteries aujourd'hui quand même. Oui, c'est vrai. Donc, chaque technologie a ses avantages et inconvénients. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment l'usage. D'accord. Dès que c'est intensif, dès qu'on va avoir besoin de beaucoup d'autonomie, dès qu'on va être embêté sur le temps de recharge, ou le temps de recharge va être une grosse contrainte, ben là, l'hydrogène va avoir beaucoup de pertinence. Et donc, je suis convaincu que dans le futur, on va avoir en fait un mix de ces deux technologies-là, dans le transport, y compris dans le transport public. Alors, le transport public, en plus, un sujet, c'est que comme c'est un outil, c'est un bien public, donc très politique, on va dire, hein, il se veut assez exemplaire. Et d'ailleurs, ça a été ciblé par les politiques et par l'Europe. Il y a même des systèmes de quotas qui sont installés. Hein. Aujourd'hui, une agglomération européenne a des obligations d'immatriculation de véhicules zéro émission. Et ça va très très vite et ça s'accentue. En France, on a été les premiers à installer ce genre ces quotas. Puis ça s'est étendu à toute l'Europe. Et l'Europe accélère. Sur le segment de l'autobus urbain, en 2030, ça sera obligatoirement 90% des immatriculations qui devront être des véhicules zéro émission. Très bien, très bien. Richard Tillagone, pourquoi l'électricité a pris une place aussi prépondérante dans l'usage des transports aujourd'hui? Alors, ça a été partiellement évoqué. C'est d'abord un véhicule zéro émission, hein, bien sûr. Clairement. Ça a été dit à plusieurs reprises. L'usage qu'on peut en faire dans une ville, dans des parcours assez limités en termes de kilométrage. Force est de constater que l'approche véhicule tout électrique est une très bonne solution pour répondre à ces problématiques. Donc, on sortait d'une situation un peu mono-énergie. Très vite, les forces publiques et les acteurs aussi industriels ont été quand même invités et encouragés à aller dans l'électrique. Et ils l'ont fait massivement. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour les premiers usages qui sont plutôt urbains, on a eu la bonne solution tout de suite, et il faut reconnaître que le véhicule électrique, pour faire très peu de kilomètres dans la journée, avec ceux qui bénéficient en plus d'une recharge facilement accessible, c'est idéal en termes de mode de... Et donc c'est pour ça que les premiers usages ont été sur ceci, et c'est pour ça que effectivement l'offre existe en fait. D'accord. Mais là-dessus, Rémi Berger, quels sont les défis auxquels l'électricité est confrontée? Comment l'hydrogène peut compléter la solution en fait? Alors, vous avez déjà abordé un point qui est la recharge partout pour tout le monde. C'est un enjeu. Effectivement, l'hydrogène pourra potentiellement amener de la recharge comme aujourd'hui dans une station, donc avec des recharges qui dureront quelques minutes, contrairement aujourd'hui à des heures sur des véhicules, sur des recharges lentes, hein, on va dire. L'électrique a aussi vraiment cet enjeu de globalisation, c'est-à-dire de l'acceptation par le grand public. C'est-à-dire qu'on tout le monde voit un peu le frein sur certains enjeux parce que le jour où vous voulez partir en week-end, je fais comment avec ma petite voiture électrique? Donc il y a des jeux, et là l'hydrogène peut être une alternative. On garde un véhicule électrique, mais on a des possibilités d'autonomie plus importantes. Donc même pour le grand public, ça pourrait. Il y a quand même quelques contraintes en termes de coûts, en termes d'accès à l'hydrogène qui aujourd'hui font que, comme le mentionnait Richard tout à l'heure, c'est pas la solution qui est aujourd'hui orientée pour le grand public. Parce qu'on va rester sur des usages d'abord très intensifs, des usages plutôt professionnels, transport en commun, transport de marchandises, transport aérien, maritime. Très bien. Comment l'hydrogène et l'électricité peuvent coexister alors dans le paysage? Ils coexisteront. Comment? Coexisteront. Ils vont coexister parce qu'il y a des usages qui seront très pertinents à l'électrique. Richard l'a mentionné, le véhicule urbain, de la mobilité du quotidien, la petite mobilité électrique, c'est de la solution idéale. C'est peu cher, c'est peu gourmand en énergie parce que l'électrique a des très bons rendements. Mais par contre, il y a des usages qui ne seront pas du tout adaptés à cette énergie électrique. Mais par exemple, pour les usages personnels, de voitures personnelles, est-ce que pour un Français moyen qui voyage, qui fait un Paris-Marseille par exemple en voiture, est-ce que ça va être possible de le faire à l'hydrogène exclusivement? Est-ce que ça va exister ces solutions-là? Alors, comme l'a dit Richard, on n'est pas devin. On n'est pas devin. Aujourd'hui, très clairement, la stratégie nationale, européenne et de beaucoup de pays du monde n'est pas d'orienter l'hydrogène vers la mobilité du grand public particulier. Elle bénéficiera sans doute, si l'hydrogène perce dans la mobilité professionnelle, elle bénéficiera de ces réseaux, des stations, de l'avancée technologique. Aujourd'hui, les politiques publiques orientent vers l'électrique,
et l'hydrogène plutôt pour le professionnel. En revanche, alors là on est d'accord, c'est que faire un Paris-Marseille en véhicule électrique, c'est faisable. Vous voyez le nombre de Hollandais qui viennent en vacances sur les côtes françaises en Tesla, Oui, c'est vrai. il n'y a pas de problème. Il y a un changement de mindset à avoir. Il faut vraiment changer son approche de la mobilité. Vous passez d'une mobilité que vous pouviez faire d'un coup 600, 700, 800 km. Oui, là, vous allez devoir vous arrêter peut-être 2 fois, 3 fois. Vous allez voyager autrement. Et je pense qu'il faut accepter de voyager autrement pour passer à l'électrique sans que ce soit un blocage. Est-ce que tout le monde sera capable de changer cette approche, c'est là où ça va être peut-être plus compliqué. Il y aura un phénomène d'acculturation, de changement des usages, de changement de culture autour de l'automobile. Et ça, c'est du temps. Évidemment. Les défis techniques et économiques associés au stockage et à la distribution de l'hydrogène à grande échelle, comment ça se passe, Vincent Lemaire? Comment on stocke l'hydrogène aujourd'hui? Oui, juste un mot quand même sur cette mobilité professionnelle. C'est déjà un sujet absolument énorme. Quand on parle de l'usage taxi, et il y en a dans Paris, de l'usage véhicule utilitaire, et ça c'est un sujet qui bouge très fort actuellement. Le plombier, le réparateur d'ascenseur, il peut pas maîtriser le matin son kilométrage. Donc voilà, ces solutions hydrogène vont être très intéressante. La livraison de marchandises, le transport de personnes dans l'urbain, dans l'interurbain. Voilà des segments où l'hydrogène va avoir beaucoup de sens, à chaque fois en fonction d'usage. Prenons un cas spécial, l'autocar, donc celui qui est sur la route. Si c'est pour un usage scolaire, je ramasse les enfants le matin, je les ramène le soir du collège à la maison. Ce véhicule, il va faire 100 km dans la journée, 150 km dans la journée. La batterie est parfaite. Prenons l'autocar interurbain, celui qui complète les lignes TER et qui file, lui, plutôt 400-500 km par jour. Mais là, en batterie, on n'y arrive pas. Ou alors, il va falloir installer 2 véhicules à batterie pour faire le même boulot que l'ancien véhicule diesel. Et là, l'hydrogène va avoir beaucoup de sens. Et alors, comment on stocke et comment on distribue l'hydrogène à grande échelle? Alors, aujourd'hui, l'hydrogène, on a parlé des réseaux de distribution, mais d'abord, il faut le fabriquer. Donc, aujourd'hui, c'est principalement ça. Même si on peut penser que peut-être il y aura demain de l'hydrogène naturel, on pourra dire deux mots là-dessus. Mais enfin, aujourd'hui, l'hydrogène, on le fabrique. Et c'est plutôt, moi, je vois ça plutôt comme une chance, parce qu'aujourd'hui, notre pétrole, il vient quand même un peu de loin. Alors, on le raffine sur le territoire, mais il vient un peu de loin. Donc là, l'hydrogène, on va le fabriquer dans des gros électrolyseurs ou des plus petits. Moi, j'ai des clients qui fabriquent sur leur dépôt d'autobus leur hydrogène. Donc voilà, c'est une solution. L'avantage de la flotte professionnelle aussi, c'est que souvent les captives, elles rentrent dans un dépôt tous les soirs. Donc c'est assez simple à organiser. Donc on peut fabriquer son hydrogène sur son dépôt d'autobus par exemple, et le stocker dans une cuve sous forme gazeuse pour remplir ses véhicules. Et puis commence à apparaître aussi des gros électrolyseurs. Voilà, ça commence à se développer. Il y en a plusieurs en construction en France, en Normandie, en Occitanie, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça va être évidemment aussi intéressant parce que cet hydrogène, comme on va faire des grosses machines, des gros électrolyseurs, il va baisser en prix. Puisqu'aujourd'hui, sur l'hydrogène, c'est vrai que l'enjeu prix est aussi un gros sujet. D'accord. Donc, on va demander à Richard, parce qu'il y a différents types d'hydrogène, évidemment. Comment ça se passe? Là, pour l'instant, l'hydrogène est transformé. Est-ce que demain, on va pouvoir utiliser justement de l'hydrogène pur? L'hydrogène vert, comme on dit? Alors, l'hydrogène, ça a été dit, aujourd'hui, il y a de l'hydrogène apparemment dans le sous-sol minier, donc on va pouvoir en parler. Il semble qu'il y a des gisements, effectivement. Ouais. Alors, on est très très loin de l'exploitation commerciale de ces gisements, mais voilà. Donc, sans parler de ça, donc c'est-à-dire que si ça arrive, c'est plus loin, c'est très loin, et c'est que des promesses. C'est-à-dire, ça serait combien de temps à peu près? On n'a pas de... C'est-à-dire qu'il faut bien estimer déjà quelles sont les quantités, est-ce qu'elles sont économiquement accessibles, est-ce que le puits va se régénérer ou pas, parce que c'est bien joli, mais c'est des processus qui peuvent être chimiques assez lents en fait. Donc il y a tout un environnement, effectivement, même dans le pétrole, si vous voulez, ou le gaz, il y a des gisements qu'on connaît qu'on n'ira jamais exploiter parce qu'économiquement ça n'a pas de sens en fait. Donc c'est tout ça qui fait, mais effectivement on pensait il y a 10-20 ans que l'hydrogène naturel n'existait pas. En fait on voit qu'il y a des gisements et il y a des mécanismes qu'on arrive à comprendre pourquoi effectivement il y a de l'hydrogène naturel dans le sous-sol. Donc c'est vraiment un temps long en fait, on parle de ça, on verra. Ceci dit aujourd'hui, ça veut dire qu'on produit l'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est une question d'énergie, c'est-à-dire qu'on ne produit pas d'énergie, on transforme de l'énergie, une énergie alpha, une énergie bêta, donc l'hydrogène c'est ça. Donc il faut effectivement d'électricité. Ça a été dit, le sens c'est qu'elle soit décarbonée, sans quoi, en fait, on n'émet pas sur le véhicule, mais si on émet en amont, le bilan global, il n'est pas bon. Et donc, cette production, effectivement, se fait massivement aujourd'hui sous le vent de voie.
les électrolyseurs, donc il faut une électricité décarbonée et on arrive effectivement à produire à partir de l'eau cet hydrogène et on émet de l'oxygène, ou à partir de molécules hydrocarbonées, typiquement du méthane, qu'on va faire réagir avec de la vapeur d'eau. Le problème, c'est que ça fait un hydrogène. La molécule est propre, il n'y a pas de problème, c'est l'hydrogène. Par contre, ça émet des gaz à effet de serre, notamment du CO2. Et donc, ces hydrogènes sont entachés d'une signature carbone qui quand même pose débat. Donc, il y a des solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de procédés qui permettent de capter ce CO2, soit de le stocker dans des gisements qui vont être pérennes, et donc on remet du carbone dans le sous-sol, soit on peut utiliser ce CO2 pour en faire d'autres produits, voilà. Et donc, du coup, cet hydrogène, alors je ne sais pas combien il y a de couleurs dans l'hydrogène, mais en fonction... Il y en a 3 ou 4, oui, je crois. Il y en a une douzaine. Il y en a beaucoup, Il y en a 12. Voilà, je crois que toute l'arc-en-ciel doit y passer. Le jaune, le magenta, le violet, le cyan, Magenta. le vert, le grain, le gris, le noir. Ça dépend en fait effectivement de l'électricité qu'on utilise, et D'accord. puis finalement quand c'est des hydrocarbures, quel type d'hydrocarbures, qu'on fasse ou pas du captage. Voilà, donc il y a toute la panel. Encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que économiquement, voilà, ça a été dit, on sait faire à grande échelle de l'hydrogène qui est abordable d'un point de vue économique, mais il faut effectivement des conditions sine qua non, une électricité décarbonée, ou quand c'est à partir d'hydrocarbures, un système de stockage du CO2 pour éviter que effectivement on émette à l'atmosphère ce CO2. Selon vous, Vincent Lemaire, comment l'hydrogène peut contribuer à résoudre les problèmes de pollution atmosphérique dans les zones urbaines ? Ça, il est évident qu'avec un véhicule hydrogène, on l'a dit plusieurs fois, quand il passe à travers une pile à combustible, on est zéro émission. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est vertueux et c'est effectivement un gros enjeu. On a besoin d'une qualité de l'air meilleure. Et puis les gaz à effet de serre, bien sûr. Ce changement climatique est un vrai sujet. Voilà. C'est pour ça que dans ce monde du transport public, les politiques s'y sont pas loupés. Ils voient là un vrai sujet. Sans compter que, en plus, il y a toute cette idée quand même de fermer la ville à la voiture particulière et de faire qu'il y ait de plus en plus de transport collectif. Il va plus y avoir le choix dans le futur et ça, on avance dans ce sens-là. Et aujourd'hui, justement, quel rôle joue l'hydrogène dans la transition énergétique des flottes de transport commercial et industriel ? Le réel, est-ce que c'est très puissant, l'hydrogène ? Alors, au-delà de dire aujourd'hui c'est très puissant, puisqu'on est quand même sur des solutions qui sont assez émergentes, qui sont récentes par rapport au diesel, qui ont quasiment un siècle d'existence. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, l'hydrogène va permettre de décarboner notamment des mobilités, des types de mobilités qui ne sont pas abordables par la batterie, on l'a mentionné. Il faut savoir que la mobilité est un des rares domaines encore où les émissions de carbone globales continuent à augmenter. C'est-à-dire que malgré tous les efforts qu'on fait sur les véhicules, la croissance du marché des véhicules augmente tellement que la quantité de carbone qu'on émet au quotidien, elle augmente en continu. Donc de dire la batterie va suffire, non, parce qu'il y a toute une frange de la mobilité que la batterie ne sera pas capable de faire diminuer en carbone. Et on ne parle pas de pays où l'électricité en plus est carbonée. Si on prend de l'électricité qui est fabriquée à base de charbon, oui, sur le véhicule, ça ne fera pas de carbone, mais en France, on a de la chance, on a une électricité qui est extrêmement décarbonée, grâce à notre parc nucléaire, grâce à des ENR qui sont aussi en phase de développement. Et donc, l'électricité de base, chez nous, est décarbonée. Donc, les usages batteries vont décarboner, mais il y a toute une frange de la mobilité lourde, transport de marchandises, transport ferroviaire, transport de personnes, qui auront besoin de cet hydrogène pour être décarboné. Et de dire qu'on fera tout avec la batterie n'est pas possible. Il y aura des problèmes d'accès aux ressources, il y aura des problèmes d'accès à l'usage, et Richard l'a mentionné en introduction, c'est vraiment technologie, usage, c'est un couple qu'il ne faut pas dissocier. Très bien. On va parler un petit peu avec vous, Vincent Lemaire, des avionneurs, parce que vous êtes à Toulouse, vous êtes proche du coup d'Airbus. Est-ce que vous savez la position des avionneurs, justement, quand on parle d'hydrogène ? Alors, ce que je sais, même si moi je travaille plutôt sur la mobilité terrestre, mais c'est vrai qu'on a Vous êtes à côté. En Occitanie une association qui s'appelle France Hydrogène Occitanie, qui est la représentation nationale de France Hydrogène. Et donc oui, on suit bien sûr l'actualité aéronautique. Les premiers avions commencent à rouler. Il y en a un qui a volé il y a quelques jours, un petit avion là, donc pour la première fois. Et puis effectivement, chez les grands avionneurs, les grands motoristes, ça bosse dur. Je pense qu'à Toulouse, j'ai aujourd'hui
aujourd'hui 700-800 personnes qui travaillent au quotidien là-dessus. Donc l'idée étant effectivement d'aller vers le véhicule qui va brûler de l'hydrogène dans des moteurs spécifiques et utiliser des piles à combustible pour tous les auxiliaires. Et puis aussi l'idée c'est de fabriquer des carburants durables, donc en prenant de l'hydrogène, du CO2 et donc de faire des carburants décarbonés. Donc oui, ça bosse très très dur dans ce domaine aéronautique. Airbus a annoncé justement à travers son programme 0E l'objectif de commercialiser un avion de série propulsé à l'hydrogène dès 2035. Ils vont y arriver. C'est possible. Oui, ils vont y arriver. Moi, j'en suis bien persuadé. Très bien. La remarque de Vincent est importante parce que l'hydrogène, on en parle de la consommation d'hydrogène directement dans une pile ou dans un moteur thermique. Il est évident que même sur les carburants aujourd'hui classiques qui continuent à être consommés, on utilise l'hydrogène pour traiter ou affiner les bases carburants. Et puis, ça a été mentionné, on peut faire aussi des carburants très haute valeur à partir de CO2 et d'hydrogène. Donc ce qu'on appelle les e-fuels, et notamment le monde aéronautique va être friand de ces carburants parce qu'il y a très peu d'alternatives au kérosène. Ce qu'il faut bien voir, c'est ce que je voulais le mentionner, je me permets de prendre 30 secondes pour vous le dire. Pourquoi on en est là en fait? Il faut voir, c'est que le seul défaut des carburants classiques, c'est qu'ils proviennent du pétrole qui était dans le sous-sol. C'est-à-dire qu'on prend du carbone qui était dans le sous-sol, qui n'était pas d'impact au niveau finalement des réchauffements climatiques et qu'on le relargue à l'atmosphère. Sinon, c'est des produits juste exceptionnels. Leur densité énergétique est incomparable. Et ça reste des liquides. Alors, transvaser des liquides, transporter des liquides, faire un plan de réservoir de liquides. Donc, vous voyez, l'enjeu, il est là aussi, c'est qu'on part d'anciens carburants, entre guillemets, même s'ils vont être en transition, donc ils vont continuer à être massivement utilisés, puis de moins en moins. Mais remplacer un produit qui, sur ce plan-là, et n'a pas d'équivalent, vous voyez, c'est quand même pas évident. Et c'est pour ça que notamment le monde aéronautique, qui a été effectivement très consommateur de kérosène, avoir un alternatif décarboné avec un produit type e-fuel, ça a du sens, ce qu'on appelle les SAF. Donc, et donc là, l'hydrogène aussi est une dimension prépondérante dans effectivement être dans cette capacité à fournir des carburants décarbonés pour des usages, toujours le mot usage, où là, l'alternative est pas facile. Même si, effectivement, ça a été dit, des avions volent et il y aura des solutions d'utilisation directe de l'hydrogène dans les turbines. Beaucoup de programmes sont en cours là-dessus. J'ai une question à poser à Rémi Berger, justement comme vous êtes directeur de l'innovation de GCK. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets pilotes ou de déploiements réussis de véhicules à l'hydrogène là? Alors, je vais commencer par prêcher notre paroisse, puisqu'on vient d'obtenir la première homologation d'un véhicule autocar rétrofité à hydrogène, première mondiale pour un véhicule de grande série, parce qu'on peut le produire en série. Donc, ça fait partie des choses. Après, il y a des projets de camions qui arrivent, le tracteur 44 tonnes. On voit le projet de Nikola avec Iveco qu'il y a eu en Europe. Et aujourd'hui, ils se sont un peu séparés. Nikola aux États-Unis et Iveco reprend la partie en Europe. D'accord. Il y a beaucoup de projets comme ça. Après, de vous citer tous les projets pilotes qui peut y avoir, on peut citer Daimler avec son projet de véhicules, de camions avec un stockage d'hydrogène liquide, par exemple. Voilà, la Commission européenne, au travers de ses programmes de recherche et innovation, qu'on appelle Horizon Europe, finance énormément de projets de démonstrateurs, de prototypes, de recherche, de développement sur ces technologies au travers du financement et accompagne les écosystèmes industriels à muter vers ces solutions-là. Je ne pourrais pas tous vous les citer, je ne sais pas combien, Richard, peut-être combien il y a de projets par an, mais c'est plus de centaines par an. Ça foisonne. Voilà. Donc, et ça va du petit composant jusqu'au véhicule complet. Donc, vous citez tous les projets, ce serait compliqué, mais il y a de très très beaux démonstrateurs, en tout cas, qui sortent tous les ans et qui permettent de faire avancer et la technologie et les usages. Au-delà des démonstrateurs, il y a vraiment des réalités. Moi, qui suis à la fois un constructeur de matériel neuf de type autobus, et puis on fait aussi du rétrofit d'autocars, et puis on a d'autres projets qui arrivent. Aujourd'hui, par exemple, sur le segment du bus urbain, moi, je travaille sur on appelle ça le pipe projet, de 3000 véhicules en Europe. Voilà, ça, c'est des intentions de commande, des gens qui ont dit, nous, on veut des véhicules d'hydrogène, on veut foncer là-dessus. Donc, maintenant, ça devient, on est au-delà du démonstrateur. On commence vraiment à déployer des produits, à déployer des flottes. C'est parti. On a des commandes. Là, nous, on doit livrer à Dunkerque, à Clermont. Voilà, il y a des vrais. Le sujet est parti. Ce qui est intéressant, effectivement, comme ça, c'est que la multiplication de la mention de la technologie hydrogène dans les nouveaux appels d'offres.
qui prend une part de plus en plus importante. Donc ça, c'est un très bon signe pour la filière hydrogène. Voilà, que ce soit sur des véhicules neufs, sur des véhicules rétrofités, que ce soit du transport de personnes, sur de l'outil type benne à ordures ou en pyrole. Voilà. Il y a énormément de plus en plus d'appels d'offres qui sont ouverts par la collectivité sur ces solutions hydrogènes. Donc ça, c'est un très bon signe pour les industriels comme Safra, comme GCK, puisque nous, notre métier, c'est de produire en série, c'est pas de faire un démonstrateur. Et justement, quels sont les investissements nécessaires pour développer des infrastructures robustes pour justement produire en série? Alors là, c'est une question très compliquée. Ce sont des investissements qui sont très importants. Développer un véhicule à hydrogène, c'est plusieurs millions. Un seul véhicule. Pour un seul véhicule, c'est plusieurs millions pour développer un véhicule. Donc voilà, quand il faut déployer, et on parle de véhicules quasiment, et on revient toujours à cette notion d'usage, c'est-à-dire que on peut parler, je prends un exemple d'une benne à ordures ménagère, par exemple. Une benne à ordures ménagère, on a fait avec un client qui voulait une benne à ordures à hydrogène, rétrofitée à hydrogène, on a fait l'analyse de ces bennes à ordures. Et pour la même ville, en fait, il fallait 3 contenus technologiques différents. D'accord. En fonction des profils de parcours, en fonction des usages. Et à chaque fois, c'est un développement différent. Et on peut pas. D'accord. Donc, il faut prioriser aussi. C'est à un autre niveau. On reste des petits industriels. On n'est pas une multinationale avec des moyens qui se comptent en milliards. On est obligé de cibler nos développements. Et donc de faire des choix et de prioriser les choix de développement. Et c'est pour ça que des fois, on est même content que d'autres acteurs puissent faire développer des véhicules complémentaires à notre offre à côté, parce qu'à un moment, on va se retrouver sur le même appel d'offres, typiquement avec Safra sur Clermont-Ferrand, où il y avait, on a répondu avec l'opérateur au même appel d'offres avec nos solutions en complémentarité. Exactement. Voilà, on est aujourd'hui vraiment en phase d'accélération. Donc oui, c'est des gros investissements en ce qui concerne l'usage de l'hydrogène. Et puis il y a des gros investissements sur les infras, la production de l'hydrogène, l'infrastructure de distribution. Bon, notons quand même que l'écosystème hydrogène en Europe, en France, est là, est bien installé, qu'il y a des très grandes sociétés qui foncent là-dessus. Là, ça commence à déployer des moyens massivement. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Derrière l'hydrogène, au-delà des enjeux climatiques, on en a parlé, mais il y a aussi tout cet enjeu finalement de développement économique, de souveraineté. On va savoir faire notre carburant ici sur nos territoires, partout en Europe. Et ça, c'est quand même un sujet nouveau et qui est un peu important actuellement quand on analyse la géopolitique. C'est pour ça aussi que les politiques ont fléché ça. Non, je voulais rebondir sur les propos de Vincent. C'est vrai, ce qui est assez remarquable, c'est que l'ensemble de la chaîne est en mouvement, en fait. Il y a forcément des petits trous dans la raquette de temps en temps, mais globalement, on voit que les acteurs de la production jusqu'à l'utilisation, avec les 2 collègues qui sont ici, on voit que voilà, il y a cette ambition collective. Le club est en train de se créer et ça marche. Je voudrais simplement aussi signaler, parce que c'est quand même, faut leur rendre finalement aussi honneur par rapport à ça, les régions sont actives. Et nous, on est un peu plus concernés par la région Aura avec Rémi, mais voilà, il y a des régions qui ont compris l'intérêt et qui sont aidantes en fait, à tout niveau. Aidantes au niveau effectivement des concepts pour la recherche, l'innovation, aidantes aussi avec les acteurs économiques et aidantes pour que les appels d'offres aussi, ça a été dit, s'appuient sur ces offres-là. Donc, elles ont compris le rôle qu'elles ont aussi dans le lancement de cette filière. Et il faut leur remercier parce que on a besoin de tout le monde en fait. On va parler justement un peu du monde. Quel est le pays qui est précurseur en matière de recherche et de progrès dans le secteur de l'hydrogène? Est-ce qu'il y en a un de vous qui a une idée là-dessus? Je pense qu'on a tous la même. Les Asiatiques et le Japon ont été précurseurs. On en parlait tout à l'heure. Ils ont été les premiers à mettre sur le marché des véhicules hydrogène pour le grand public, notamment Toyota, que tout le monde connaît. Voilà. Donc oui, l'Asie a toujours été, et notamment le Japon, très précurseur dans le domaine. Et les prix? Par exemple, d'une voiture à l'hydrogène, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est comme une voiture électrique? Est-ce que ça a pris un gap énorme depuis le diesel, par exemple? Alors, tous les véhicules ont pris, même les véhicules plus conventionnels. Quand vous voyez le prix d'un véhicule conventionnel, ça a pris. Voilà. C'est sûr que c'est c'est des logiques de marché, en fait. Mais les collègues pourront en parler mieux que moi, mais plus vous avez un marché établi avec des volumes, plus le prix baisse. Et donc, quand on commence, effectivement, il y a un ticket d'entrée qui est beaucoup plus cher.
Mais il faut bien, c'est là où aussi les aides sont importantes, c'est que quand on veut lancer une filière nouvelle, ça a été fait pour l'électrique, hein, et on voit qu'avec les arrêts de soutien, on voit que ça provoque quand même quelques remous. Bah, il faut au début effectivement compenser, en fait, sans quoi les acteurs économiques qui sont devant moi ils n'ont pas les capacités, tout simplement. Tout à fait. Non, il y a de la technologie à embarquer, c'est vrai. Voilà, des batteries, c'est cher, des batteries. Et ça sera peut-être aussi un des avantages de l'hydrogène. Avec l'hydrogène, on va pouvoir, sur l'aspect prix, beaucoup travailler. Et il y a des grands équipementiers qui bossent. On peut citer Plasticomium, Forvia, Symbio, cette entreprise de Michelin, Stellantis et Forvia. Ça bosse très dur et ils ont l'intention, ils ont pour projet, ils y industrialisent très fort pour qu'une pile à combustible chute en prix vraiment massivement. Quoi, hein. Donc ça travaille dur pour que cette filière devienne compétitive. Et si je peux rajouter, c'est une discussion qu'on avait avec Richard ce matin. Ce qui est important, si vous étiez sur le salon Evolution cette année, donc le salon de l'hydrogène en France, on va dire peut-être un des premiers en Europe d'ailleurs. Ce qui était important quand on voit l'évolution de ce salon, cette année, il y avait énormément d'équipementiers. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, vous aviez des producteurs d'énergie, vous aviez quelques fabricants de piles à combustible et quelques constructeurs de véhicules, puis il y a eu les constructeurs. Et aujourd'hui, quand vous vous promenez dans les salons d'évolution, vous aviez des équipementiers, des gens qui font des vannes, des plaques bipolaires. Ça veut dire que c'est en train de ruisseler dans l'industrie. Et c'est ça qui va aussi amener finalement une baisse de coût parce qu'il va y avoir de la compétition au niveau des équipementiers et ça va pouvoir aussi amener de l'innovation, ça va amener de l'amélioration dans les performances. Enfin, on voit que la filière industrielle de l'hydrogène est en train de se mettre en place, c'est en train de cristalliser et ça, ce n'est que un bon signe pour nous, industriels, constructeurs de véhicules, puisqu'à la fin, nous, on assemble tout ça. Et donc, plus on a d'offres et plus on a de la chance de pouvoir travailler ce sujet. Vincent Lemaire, mais concrètement, combien coûte par exemple la construction d'un autobus à hydrogène ? Alors aujourd'hui, c'est pas beaucoup plus cher qu'un autobus à batterie, parce que sur cet usage-là, qui est l'autobus urbain, il faut embarquer une grande quantité de batterie. Pour citer un chiffre, on va embarquer aujourd'hui assez classiquement plus de 400 kWh de batterie lithium-ion. Quand dans une Zoé, vous en avez plutôt 40. Vous voyez les ordres de grandeur. Donc c'est 10 fois une petite voiture. Donc voilà, un autobus à batterie, ça coûte plus cher, presque le double d'un autobus thermique. Et aujourd'hui, le gap avec l'hydrogène, il n'est pas si important que ça. On parle de quelques dizaines de milliers d'euros. Alors qu'on est au début, effectivement, de la filière et que nous, nos équipementiers, ceux qui nous fournissent la pile à combustible, ceux qui nous fournissent les réservoirs, voilà, encore une fois, ils industrialisent très dur. Donc le gap va très vite se resserrer. Ensuite, c'est vrai que ce qui coûte un peu cher dans l'hydrogène aujourd'hui, c'est quand même la molécule. Voilà, parce que il faut la produire et qu'on commence. Donc il y a du travail sur ce point-là, mais là aussi il y a des tas de gens qui travaillent sur les technos, sur le stockage, sur les technos d'électrolyseurs pour faire baisser ces prix. Cool. Et donc on va arriver rapidement à une belle compétitivité de cette solution. Et bien justement, Rémi Berger, quelles innovations sont en cours de développement pour rendre l'hydrogène encore plus compétitif et accessible ? Alors, on a de l'innovation sur toute la chaîne de valeur, de la production au stockage, à la distribution, sur les véhicules, l'usage. Si je dois en citer quelques-unes, on pourrait citer par exemple sur les électrolyses, sur la production, les électrolyses à chaud, qui augmentent les rendements de production. Donc c'est Genvia par exemple qui est sur cette solution-là, pour en citer qu'un, et voilà, qui permet d'augmenter les rendements de production. Et donc, on baisse le coût de production de l'hydrogène. Donc ça, c'est un premier. Après, il y a tout ce qui est le réseau de distribution, où on voit des acteurs de gaziers qui travaillent à des réseaux, ça s'appelle des pipes de distribution, pour pouvoir faire de la production centralisée, donc de la très grosse production, donc avec des coûts optimisés, et de la distribution au travers de tuyaux, qui coûtent finalement assez peu cher, et qui permettent encore de baisser le prix. Donc ça, c'est... Et sur les véhicules, on va travailler au coût des composants, les réservoirs, les piles à combustible, qui avec les volumes vont baisser naturellement, mais en plus les acteurs industriels optimisent ces piles, ces réservoirs, pour que économiquement ils soient aussi baissés en coût. Donc tout ça, finalement l'innovation elle est partout, à tous les niveaux, que ce soit sur les composants, les véhicules, la production, et il y a un vrai dynamisme, et il faut le mentionner que la France n'a pas à rougir, soit en Europe ou même dans le monde, de sa capacité d'innovation sur ces sujets, au sujet de l'hydrogène. Très bien. Un mot quand même, c'est que la compétition, elle est bien là. Les Chinois, si je prends le sujet des Chinois, sur la batterie, ils ont avancé très vite, il y a longtemps, et ils ont été leaders. Je me souviens de déploiement d'autobus chinois dans les villes à une rapidité incroyable. Shenzhen, 20 000 véhicules déployés en 3 ans, 20 000 bus électriques déployés en 3 ans, donc vraiment impressionnant.
d'un petit constructeur qui à l'époque s'appelait BYD et qui aujourd'hui devient le leader mondial des véhicules électriques. Hein. Donc voilà, ça fonce chez eux. Je note aussi que chez eux, là, ils sont en train de basculer hydrogène. Déjà. Voilà, il y a déjà une trentaine de constructeurs chinois qui font du matériel roulant à hydrogène. Donc ne perdons pas de temps. Voilà, en Europe, il faut y aller. Je pense que c'est plutôt la volonté des politiques. La France a un plan hydrogène qui est sérieux, l'Europe aussi. Mais voilà, c'est pas le moment de se marcher sur les cheveux. Il faut foncer là, hein, il faut y aller. Et bien justement, vous parliez des régions, vous disiez qu'elles étaient quand même aidantes quant au sujet de l'hydrogène. Quels sont aujourd'hui, Richard Tiller-Gallon, les défis économiques et réglementaires qui entravent l'expansion et l'utilisation de l'hydrogène ? Économiquement, ça a été dit, hein, il y a un effet de marché qui est là. Donc, une solution, d'abord dans l'état de prototype, coûte cher. Après, il faut rentrer dans une production maîtrisée avec, ça a été dit, un hydrogène énergie qui doit être à prix compétitif. Donc voilà, donc c'est tout ça qui peut être au début des freins, et c'est pour ça qu'il faut absolument que la région, l'État, voire l'Europe nous aide la filière à vraiment finalement à rendre plus accessible aux clients, les premiers clients, les primo-accédants, comme on appelle, de telle sorte qu'effectivement le mouvement soit enclenché et que les effets classiques de masse production jouent, la compétition joue sur les prix. Donc ça, c'est le signal qu'on peut passer, c'est que il y a des limites. Il y a des acteurs, tout le monde s'y met, il y a des vrais sujets, il y a un besoin marché, voilà, tout ça c'est cohérent, mais on est quand même à un niveau où il faut aussi des soutiens, voilà. Et sans quoi, voilà. Après, on est où justement des soutiens de l'Europe, des soutiens des régions, comment c'est peut-être là où c'est peut-être un peu plus effectivement discutable et voilà, donc il y en a jamais assez dans le sens où en plus les acteurs, ça a été dit, sont un peu dans l'électrique, voire beaucoup. On leur demande d'aller aussi maintenant dans l'hydrogène, en maintenant encore pour certains des productions classiques. Faut se mettre à la place des industriels qui sont devant moi. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'aide, ça va être compliqué. On peut pas demander aux industriels d'aller dans plusieurs secteurs. Donc ce choix-là, et c'est pour ça que l'usage est important. On y revient tous les trois assez fréquemment sans se concerter, parce que il y a des sujets où l'usage va faire que c'est cette solution-là. Et bien dans cette solution-là, il faut mettre le paquet. Donc le soutien cohérent et massif à tout niveau, il est important pour qu'on assoie bien. Et après, on fait confiance aux industriels pour être en compétition et proposer des solutions. Oui, et c'est d'ailleurs intéressant parce que tout ça fait aussi apparaître du coup des nouveaux joueurs, et on va dire que nos deux sociétés, on en fait quand même un peu partie, même si on est là depuis longtemps, mais comparativement aux historiques dans le monde du bus, et si je prends 80% des immatriculations entre Mercedes-Man et Iveco, je dois y être, 90% même de parts de marché, des gens qui sont des motoristes, qui ont travaillé la filière du gaz nat, voilà, et qui basculent vers l'électrique. Mais enfin, ils ont quand même aussi tout leur écosystème du moteur thermique à faire fonctionner. Voilà, donc il y a de la place pour des nouveaux acteurs, et il y en a des tas qui, voilà, on est quelques-uns arrivés sur ce marché-là, même si on est là depuis longtemps. Un mot, Rémi Berger. Oui, parce que pour compléter ce que disaient Richard et Vincent, il y a un point moi qui me semble nécessaire, c'est la stabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre en place des règlements, des aides, très bien, mais pour y revenir 2 ans après, une industrie, il lui faut 10 ans pour muter. Si on change de cap tous les 10 ans, ça va. Si on change tous les 2 ans, c'est plus compliqué. Ouais, aujourd'hui, on voit les constructeurs historiques, ils ont à travailler l'électrification, l'hydrogène, les normes Euro 7 qu'on leur impose, qui sont utiles, pas utiles, chacun aura son avis sur le sujet, mais voilà, aujourd'hui, un acteur, je dirais un nouvel entrant, a peut-être même plus de facilité à rentrer dans le marché de l'hydrogène ou même de l'électrique, il faut voir Tesla, que les historiques, parce qu'ils ont d'autres outils industriels déjà à amortir, à faire tourner, et en plus à travailler sur ces transitions. Donc c'est compliqué si en plus on leur donne pas un cap réglementaire qui est stabilisé dans le temps. Et on voit les tergiversations de l'Europe ces derniers mois, années sur l'Europe, sur les taxations, la tiruert, les normes la RFNBO. Enfin, en fait, aujourd'hui, ça a figé tout un écosystème pendant un certain nombre d'années, et c'est du temps qu'on a perdu, parce que les industriels ont gelé leurs investissements en disant, moi, attendez, si j'ai pas une stabilité derrière, ou j'ai pas une garantie derrière de ce que je peux faire, j'attends un peu. Et malheureusement, du coup, certains acteurs, en dehors de l'Europe, ont pris de l'avance sur ces sujets, parce que nous, on a attendu 2 ans. Très bien. Comment le public et les investisseurs aujourd'hui vont voir émerger au quotidien, justement, les bus à hydrogène dans leur ville ? Les investisseurs, correctement. Les investisseurs, oui, je pense que... Non, mais en fait, tout ça, c'est très logique, en fait. Ça a été très bien dit par Vincent. Il y a un besoin, en fait. C'est pas non plus pour dire, on fait de la diversification pour en faire. Il y a des enjeux profonds, en fait, qui sont effectivement la décarbonation. Et
tous les acteurs doivent y jouer. Il y a des enjeux de santé publique, de qualité de l'air par rapport aux polluants locaux. Il y a une émergence aussi industrielle, il y a des emplois derrière. Enfin, et l'hydrogène prend tout son sens. Donc forcément, oui, la perception des publics va être très bonne parce que effectivement, aller aujourd'hui dans des bus, dans des cars ou des autocars propulsés électriques ou à l'hydrogène, parce qu'on n'est pas là pour opposer des solutions, parce que comme chacune a son usage privilégié, les retours sont très bons. Enfin, c'est peut-être plus Il y a quand même certains détracteurs de l'hydrogène aujourd'hui encore qui existent. Comme il y a des détracteurs de surtout en fait. Hein, donc non, mais c'est ça en fait qu'il y a des détracteurs parce que ça nous pousse à aller. En plus, moi personnellement, côté IFPEN, je suis assez agnostique en termes de solutions. On est là pour être donner des éclairages et proposer des solutions qui ont du sens en fait. Mais on a dit tout à l'heure, la taxonomie énergétique, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on peut plus opposer, le temps est révolu d'opposer une technique par rapport à une autre. Elles ont chacun leur intérêt par rapport à des usages donnés. Donc ça va bien se passer, je pense. Notons aujourd'hui que l'investisseur, il est de plus en plus sensibilisé à l'impact. Hein, c'est leur terme. Il y a même des fonds qui se spécialisent, qui ne veulent investir que des sujets à impact. Alors impact, ça parle d'évolution du changement climatique, d'enjeux sociétaux, d'enjeux de souveraineté, c'est tout ça, d'enjeux d'emploi, puisqu'on en parle aussi. On a tous des projets de création d'emplois massivement sur nos territoires, et donc ça, oui, tout ça, c'est important. Il y a des gens qui flèchent, il y a des investisseurs aujourd'hui qui flèchent leur argent exclusivement vers ce type de projet, y compris des grandes banques françaises. Parce que ça a beaucoup de sens en fait. Voilà, ça répond à un vrai besoin. D'après vous, Vincent Lemaire, donc le marché est mûr, quasiment mûr. Quelles vont être les perspectives futures de l'hydrogène ? C'est considérable. Il y a considérablement à faire sur le thème de la mobilité, mais aussi dans l'industrie. Hein, il y a vraiment beaucoup à faire avec cette technologie-là. Donc vraiment, moi, j'ai pas de doute que ça se développe. C'est l'actualité et ça va accélérer. Le terrain de jeu est absolument énorme, immense. Le défi, ça va être d'y arriver, d'aller suffisamment vite. Et c'est important. Il faut réussir ça. Rémi Berger, vous êtes le directeur de l'innovation de GCK. Selon vous, comment l'énergie issue de l'hydrogène va-t-elle évoluer au cours des prochaines décennies ? Vaste débat. Clairement, on voit aujourd'hui une massification des projets de production d'hydrogène à partir de NR, hein, donc de l'énergie renouvelable, photovoltaïque, éolien, hydraulique. Voilà, donc il y a un vrai sujet de massification, en tout cas de cette production d'hydrogène à partir d'une énergie initiale décarbonée. Ça, c'est un enjeu. On voit que la demande en énergie, de toute façon, on voit tous les scénarios qui ont été faits, que ce soit par Enedis ou RTE, qui demandent à amener une sobriété énergétique aussi, de la consommation. Donc il y a un vrai changement de l'énergie. On va passer d'une énergie qui était notamment en France, où beaucoup de nucléaire. Ça, on voit que ça va se déployer avec les fameux SMR, hein, les petits réacteurs nucléaires, les petits réacteurs de nouvelle génération. Oui. Donc voilà, ça va nous aider, en tout cas dans l'écosystème français, à avoir une énergie qui est décarbonée. Donc pour produire de l'hydrogène décarboné, c'est idéal, on va dire ça comme ça. Voilà. Après, de savoir quel sera le mix, comment sera réparti entre l'électrique pure, l'hydrogène valorisé de l'électricité. Il y aura toujours un peu de gaz naturel. Voilà, le mix est compliqué à trouver. En tout cas, un truc qui je pense fait consensus, c'est que toutes les énergies vont avoir une place. Il y aura ce qu'on appelle un vrai mix énergétique, et on en reviendra à l'énergie au bon usage. Richard Tigalon, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis en phase. Ils ont très bien parlé. Non, mais c'est ça en fait. Voilà, c'est ce qui peut pour certains un petit peu compliqué d'envisager que d'un monde qui était quand même assez sécure, assez simple à comprendre, une énergie, un énergie pour tout type d'usage. On redevient maintenant sur des choses un peu plus concrètes, un usage, un couple techno-énergie qui peut varier en fonction, ça a été dit, des contraintes sociétales, des enjeux économiques, emploi. En fait, ce qui est formidable dans nos métiers, c'est que le terrain de jeu est en train d'évoluer en permanence avec des leviers qui sont en permanence à être activés, différents. Mais c'est vrai que pour certains, c'est compliqué à accepter et à entendre. Et pourtant, cette diversité fera partie de notre quotidien. J'en ai l'intime conviction. Ouais. Et les politiques s'y trompent pas. Quand on a parlé des régions, là, aujourd'hui, ça bouge fort. Allez, en Occitanie, par exemple, Carole Delga a une politique hydrogène depuis 10 ans déjà, hein, avec l'idée de faire une région à énergie positive. Et il y a des gros électrolyseurs. En Aura, ça bouge fort aussi. Toute la diagonale là jusqu'à Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est. Mais je pense à Pays de Loire. Enfin, aujourd'hui, toutes les régions engagent des politiques, bougent fort là-dessus, quoi, hein, vraiment.
Eh ben écoutez, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. L'émission New Era touche à sa fin. Merci encore à vous trois de nous avoir éclairés sur les opportunités et les limites qu'offre l'hydrogène aujourd'hui et à l'avenir. Bonne journée à toutes et à tous.